T'sais gros, fait, tu vas pouvoir m'expliquer un truc. Mhm. Pourquoi dans certains épisodes, quand tu balances des extraits de série, tu fous le générique avec? Je sais pas, c'est un petit kiff perso avant tout. Et puis aussi, j'avoue que je me dis que ça peut faire plaisir à certains. Donc surtout quand je parle d'une série qui date un peu, j'aime bien faire ça. Ouais, yes. Non, parce que tu vois, je me disais qu'à part rallonger les épisodes, qui sont déjà suffisamment longs comme ça, tu vois, je trouvais pas ça très utile au final. Ah non, mais faut pas voir les choses comme ça, c'est pas une question d'utile ou pas utile. C'est histoire de se faire plaisir et de faire plaisir à ceux qui regardent. D'ailleurs, pour le dernier épisode spécial Halloween, il y a une personne qui a commenté justement en disant qu'elle avait bien aimé le petit passage avec le générique de Chair de Poule. Yes. Comme quoi, tu vois, un petit moment de nostalgie de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ouais. Bon, je maintiens que ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est mon avis quoi. C'est ton avis, je le respecte. Il fait chaud là ici ou c'est moi, putain? J'avoue. Salut les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trucs en série consacré au fanservice, comme le laissait entendre cette magnifique intro très subtile. Le titre de la vidéo était aussi une bonne indication. Finement observé, Rémi. Est-ce que parfois tu te balades avec une cape et le sigle CO sur la poitrine? Non. Tu devrais. Bon, c'est quoi le fanservice? Le terme fanservice, qui trouve son origine dans la communauté des amateurs de manga et d'anime, désigne en fait tous les éléments dans une série ayant pour but avant tout de faire plaisir aux fans. Tu t'es pas fait chier pour cette définition. Yep. Je profite de cette intervention ô combien utile pour clarifier une petite chose. Les animés, ou plutôt les séries animées japonaises, sont des séries à part entière pour moi. Je précise ça parce que j'ai été étonné du mépris que peuvent avoir certains amateurs de séries pour ce genre qui est très riche et qui ne saurait être réduit à certains stéréotypes pointés du doigt par ses détracteurs. Non, franchement, n'hésitez pas à donner une chance à certains animés, vous pourriez être surpris. Reprenons. Bon, les plus alertes d'entre vous, non pas toi, auront tout de suite remarqué que cette définition est biaisée puisque chaque fan est différent d'un autre et n'aura pas forcément les mêmes envies pour sa série préférée. Néanmoins, on peut trouver quelques envies communes qui, je pense, découpent grossièrement le fanservice en deux catégories. La première, qui est la plus courante et la plus connue, porte avant tout sur le cul. Les ins, les torses musclés, les boules, tout ça quoi. On va pas se le cacher, ce type de fanservice est encore plus vieux que la naissance des séries elles-mêmes. Mais si le terme est apparu dans la communauté des fans d'anime, ce n'est pas pour rien. On peut en trouver en grande quantité dans ce genre de série, au point même que cela forme un sous-genre appelé ecchi. Certains animés misent d'ailleurs quasiment tout sur ça dans le but d'attirer un public, souvent jeune, friand de corps dénudés, de petites culottes et autres torses musclés. Bon, la situation est toujours grave, mafia. J'ai à nouveau réfléchi à comment attirer plus de monde sur la chaîne, et je pense avoir trouvé une idée qui pourrait être plutôt sympa. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Rien, vas-y, continue, je me chauffe. Ok. Alors je me disais, ta femme, elle est jolie franchement. On pourrait la mettre dans l'émission et on lui donnerait le rôle de... comment dire, le rôle de... le rôle de Miss Fanservice quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Au Japon, le fanservice est avant tout destiné aux adolescents. Il est souvent utilisé à des fins comiques. Et par définition neutre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Cependant, il est dans la grande majorité des cas orienté vers un public spécifique. Vous avez sans doute remarqué que depuis tout à l'heure, les extraits montrent un fanservice surtout lié au personnage féminin. Ouais, j'avais remarqué. C'est bien, Rémi. Voilà un cookie. La raison est tout simplement que c'est un fanservice qui est là avant tout pour attirer un public masculin et titiller ce dernier. Lorsque vous regardez un shonen, qui est un animé dont la cible principale est un public adolescent de sexe masculin, il y a fort à parier que s'il y a du fanservice, et il y en a souvent, il soit fait pour accrocher le public cible de cette catégorie d'animé. C'est d'ailleurs volontairement mis en avant dans certains épisodes spéciaux assez courants, comme le Beach épisode par exemple, qui voit nos héros passer une journée à la plage et troquer leur tenue habituelle pour des maillots de bain. D'ailleurs, je comprends pas, dans ce type d'épisode, les persos se baignent rarement, surtout les persos féminins qui préfèrent rester à bronzer sur la plage dans des positions lascives et oh. Alors attention, n'allez pas croire que c'est automatiquement présent dans tous les shonen. Dans Shingeki no Kyojin par exemple, il n'y en a pratiquement pas, et il n'y a pas de beach épisode non plus. La plage était sûrement trop loin. Il y a aussi Full Metal Alchemist Brotherhood qui possède peu de fanservice et qui en plus a tendance à verser autant dans celui lié au perso féminin que celui lié au perso masculin. D'ailleurs pour ce dernier, ne m'attend que très peu d'animés qui en comportent, je vais avoir du mal à en parler, donc je vous propose de retourner du côté du continent américain pour la suite. Back to Cali. Alors faut pas croire que les séries bourrées de ce type de fanservice n'existent qu'au pays du soleil levant. Il y en a bien sûr aux États-Unis, comme Californication par exemple, qui en possède tellement qu'on pourrait la rebaptiser Fanservication. T'es fier de celle-là? Ouais, plutôt, ouais.
Mais bon, là on parle de fanservice lié au perso masculin, donc pour en trouver, on se tournera plus vers des séries comme Shameless US ou Spartacus par exemple, deux shows qui, surtout le dernier, comportent du fanservice lié au perso des deux sexes dans des proportions à peu près égales et présentent même certains cas de full frontal masculin assez rares à la télévision américaine. Alors le full frontal c'est... comment dire, c'est... Bon, vaut mieux que je vous le montre. Que quelqu'un appelle Charles. Pour finir, je citerai également True Blood, qui malgré une dernière saison désastreuse, je m'en remets toujours pas n'a pas failli en termes de parité au niveau du fanservice, et c'est même clairement une des rares séries où on peut dire qu'il y en avait vraiment pour tout le monde. Les séries que je viens de vous citer viennent toutes du câble payant aux États-Unis, et donc la nudité y est permise, voire encouragée pour certaines chaînes. C'est une bonne transition pour clarifier un amalgame qui est souvent fait. Non, la nudité à l'écran n'est pas forcément synonyme de fanservice. Tous ceux ayant vu Oz auront noté qu'en termes de nudité masculine, la série est plutôt sur le coup. Alors bien sûr qu'il y a sûrement un peu de fanservice là-dedans, mais dans ce cas de figure, c'est surtout le contexte de la série, elle se passe dans une prison de haute sécurité pour hommes. Oz. That's the name on the street for the Oswald Maximum Security Penitentiary. Qui veut ça? La nudité est d'ailleurs souvent utilisée pour représenter la vulnérabilité des détenus, notamment quand ils sont envoyés au trou ou encore dans les douches, normalement la scène de fanservice par excellence, qui sont très souvent le lieu d'agression en tout genre. Le but n'est clairement pas de se rincer l'œil, non? Pas convaincu? D'accord, voici un exemple plus spécifique qui nécessite d'avoir vu la saison 6 de Game of Thrones. Ok? C'est parti. Revenons sur le passage que j'avais brièvement mentionné dans l'épisode 5, celui du séjour de Daenerys chez les Dothraki en début de saison 6. Après avoir foutu le feu à la hutte l'abritant pour se débarrasser de ses nouveaux geôliers, Daenerys s'avance, complètement nue, devant le reste du peuple Dothraki qui s'agenouille devant celle qu'ils reconnaissent comme leur nouvelle reine. Ne craignant pas le feu, seuls ses vêtements sont carbonisés par les flammes et elle apparaît la tête haute dans son plus simple appareil. Difficile de ne pas y voir l'image symbolique d'une Daenerys victorieuse des hommes qui ont tenté de la réduire en esclavage à nouveau, et de faire le parallèle avec la Daenerys du passé et son chemin parcouru depuis la saison 1. Une symbolique appuyée par Emilia Clarke elle-même qui a confirmé qu'elle n'avait pas utilisé de doublure pour cette scène, et en a profité pour clarifier les rumeurs courant à son sujet à propos des scènes de nu, stipulant qu'elle n'avait jamais dit qu'elle n'en referait plus, mais qu'elle souhaitait que ces scènes aient du sens, une portée, et que c'est pour cela qu'elle avait donné son accord pour celle-ci. On est donc loin du fanservice, en grande partie lié au perso féminin, souvent offert par la série dans le passé. Le fait d'utiliser God comme exemple est d'ailleurs assez cocasse, car justement, de nombreux reproches ont été faits à la série concernant son utilisation à outrance de ce type de fanservice, notamment dans certaines scènes d'exposition. Voilà, je voulais te parler parce que je pense que toi et moi, on est partis du mauvais pied. Tu m'as pas l'air d'être un mauvais bougre, un peu violent certes parfois, mais je suis sûr que toi et moi, on peut trouver un terrain d'entente. Par exemple, si à tout moment t'as un souci, on peut en discuter calmement. C'est pas la peine de me taper. Je crois. Enfin voilà. Je suis content qu'on en ait parlé, qu'on ait mis les choses à plat. Des questions? Au final, il est facile de comprendre la forte utilisation de ce type de fanservice dans les séries. Ben oui, on le sait tous, le sexe ça fait vendre, et des corps dénudés sont la quasi-assurance d'attirer du monde. Cependant, il est loin de faire l'unanimité, on lui reproche souvent sa gratuité, voire son inutilité vis-à-vis de l'intrigue, son manque de parité ou encore son objectification des corps, et principalement celui de la femme. Néanmoins, même si c'était forcément par rapport aux séries que j'ai vues, j'ai essayé de vous le présenter de la façon la plus neutre possible, pour la simple et bonne raison que vos avis m'intéressent beaucoup sur le sujet. Je vous invite donc à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce type de fanservice. Est-ce qu'il vous gêne? Est-ce qu'il vous laisse indifférent? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous appréciez dans une série? Etc. Bien sûr, les avis risquent de diverger, donc je vous demande s'il vous plaît de débattre avec respect si débat il devait y avoir. À vos claviers. Bon, il est temps d'attaquer la seconde catégorie du fanservice qui regroupe, tout le reste en fait. Tout ce qui est là avant tout pour faire plaisir aux spectateurs et qui n'est pas à connotation sexuelle. Alors je vais pas tout lister, ce serait bien trop long, mais on va parler de quelques exemples assez courants, histoire d'avoir une idée un petit peu plus claire de la chose, et pourquoi pas réfléchir à la question, le fanservice c'est bien ou pas? Commençons par parler du fanservice qui consiste à suggérer une attirance ou une possible relation romantique entre deux personnages. Je parle bien sûr du cas où c'est fait intentionnellement de la part des scénaristes, notamment entre deux persos du même sexe, pour là aussi attirer une certaine audience. Alors sur le principe, pourquoi pas, car je pense qu'il est important que s'il y a du fanservice, il y en ait pour tous. Mais il faut faire attention avec ça, car à trop tirer sur la corde, on peut tomber dans ce qu'on appelle le queerbaiting, qui désigne le fait de teaser une représentation LGBTQ pour au final ne jamais la confirmer ou même faire machine arrière. Donc tu penses que cette partie, c'est pas la peine de la garder? Je la sens pas, gros. Enlève-la. Ok, attends, je vais la barrer histoire de m'en souvenir. Vas-y. Tu sais où le putain de stylo là, il était pas sur le canapé, je l'avais pas dans la poche.
t'es sûr cette partie on la garde pas? Franchement, tu peux l'enlever, ça sert à rien. Enlève-la. Ok. Bon, où est le stylo là? Un principe un peu semblable à celui du putaclic, ou clickbait en anglais, qui pullule sur YouTube, donc plutôt pas cool. Mais je suis conscient que ça reste une notion subjective et donc sujette à interprétation. Passons maintenant à l'exemple suivant qui va vous rappeler des souvenirs si vous avez vu l'épisode 6. Les références ou autres clins d'œil dans les séries peuvent tout à fait être considérés comme du fanservice, c'est d'ailleurs souvent le cas, et quel meilleur exemple pour parler de ça que la série Stranger Things qui est remplie de shoot-out à la pop culture des années 80. Et oui, je prononce toujours ça, shoot-out. Et je m'en bats les couilles! Ah non, on avait une discuter! Alors à peu près tout le monde sait que Stranger Things est une série très référencée, parce que déjà c'est assez évident qu'on la regarde, mais surtout elle a été vendue comme telle, comme un hommage au cinéma et à la littérature fantastique et SF des 80s. Si on écarte les références nécessaires à l'établissement d'un contexte années 80 on va dire, il est donc logique aussi qu'on trouve pas mal de fanservice pour tous les gens qui sont nostalgiques ou tout simplement fans de cette période. Mais là aussi ça reste sujet à interprétation, car les frères Duffer, créateurs de la série, pourraient très bien déclarer que leur intention première n'était pas de faire du fanservice, mais avant tout de se faire plaisir et de rendre hommage à leurs différentes influences. Ils l'ont peut-être d'ailleurs déjà fait, je le confesse, je n'ai pas vu ou lu les interviews qu'ils ont sorties. Ben ouais, on sait jamais, il y a peut-être des spoilers sur la saison 3. En tout cas, cela n'a pas empêché certaines critiques et ses détracteurs de reprocher à la série de n'être qu'un pastiche des années 80, surfant sur la nostalgie des spectateurs et sur ce qui a marché à l'époque. En gros, on l'accuse d'accumuler un trop-plein de références cassant la dynamique du récit et flirtant même parfois avec le plagiat. Alors je préviens tout de suite, je ne partage pas cet avis car j'ai beaucoup aimé la série. Mais le fait de lire ces points de vue m'a amené à la question suivante. En partant du principe que la plupart des clins d'œil sont du fanservice, sommes-nous dans un cas où le trop-plein de fanservice nuit à la série? Alors c'est bien sûr un avis totalement subjectif, mais je pense que non, Stranger Things ne bâtit pas de ces nombreux shoot-out. Ils installent une ambiance, ne sont pas si envahissants que certains voudraient le laisser croire, et surtout, ils ne se substituent pas à l'intrigue qui, même si elle utilise certains ressorts narratifs assez éculés, vous happe pour ne plus vous lâcher. Ils ne gênent pas non plus le développement des persos qui sont attachants, surtout les enfants qui sont plutôt bien interprétés et qui pour une fois ne donnent pas envie de les étrangler, comme c'est un peu trop souvent le cas dans les séries. T'es vraiment sûr que t'aimes les enfants? Bien sûr, oui. Cependant, en toute transparence, je dois vous avouer qu'en tant que fan de fantastique et de SF, et donc de pas mal de ce type de films des années 80, je suis la cible de ce fanservice, donc il n'est pas si étonnant qu'il marche sur moi. Stranger Things était d'ailleurs une des très rares séries dont j'étais quasi certain que j'allais l'apprécier avant même de la regarder, et je n'ai pas été étonné lorsque Morphée, qui a à peu près les mêmes goûts que moi à ce niveau-là, m'a dit qu'il avait lui aussi beaucoup aimé. Je confirme. Merci Morphée. Faudrait peut-être penser à remettre ton t-shirt maintenant. Non. Bon, non. Pour terminer, on va parler d'un dernier exemple qui là s'apparente plus à ce que j'appelle du fanservice narratif, et qui désigne en fait toutes les décisions impactant l'intrigue, prises dans un souci avant tout de faire plaisir aux fans. Alors je préviens, il faut avoir vu la saison 7 de Game of Thrones. Ready? Go! J'ai déjà évoqué certaines critiques faites à GOT dans le passé, plutôt dans l'épisode, mais je voudrais revenir sur celles apparues lors de la diffusion de la dernière saison, ou en tout cas qui semblent avoir pris pas mal d'ampleur à ce moment-là. Je parle de la critique qui reproche au show d'avoir basculé dans un fanservice éhonté, difficile à louper lorsqu'on passe beaucoup de temps sur les internets comme moi. Critique se basant souvent sur le fait que la série ayant dépassé le matériel offert par les livres de George Martin, les scénaristes ne savent plus trop où aller et se contentent donc de donner aux fans ce qu'ils veulent. Et ce que pas mal d'entre eux veulent, c'est du spectacle, des batailles, des effets spéciaux, etc. Il y a qu'à voir comment sont reçus les épisodes qui portent sur des grandes batailles comme l'épisode 9 de la saison 6, que beaucoup ont de suite présenté comme le meilleur épisode de la série, voire du monde des séries. Alors non. Il était bien l'épisode, hein, spectaculaire, sans précédent même, sûrement, y a pas de souci. Mais juste non. Je sais, il ne faut pas généraliser, et c'est pas parce qu'ils gueulent les plus forts qu'ils sont les plus nombreux. Mais à nouveau, on va partir du principe que oui, certains choix scénaristiques de la saison 7 étaient bel et bien du fanservice. Est-ce que c'est problématique? Ben là je suis désolé, mais oui, c'est problématique. Alors avant qu'on vienne me tuer pour mettre ma tête sur un piquet, je précise que c'est un avis subjectif d'un mec adorant God qui a bien kiffé la dernière saison. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas remarqué tous les raccourcis scénaristiques et incohérences qui ont quelque peu entaché cette saison 7. Difficile de ne pas tomber dans la redite, vu que cette pseudo-critique arrive bien après la guerre, sans mauvais jeu de mots, mais oui, certains événements, au-delà d'être cousus de fil blanc, ont sérieusement mis à mal ma suspension consentie de l'incrédulité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir l'épisode sur Brain Scan de Crost, car il m'explique ça bien mieux que moi. Alors entre Tyrion passant de fin stratège à mec complètement à la ramasse, Gendry battant tous les records d'Usain Bolt et les sœurs Stark s'embrouillant au premier doute de loyauté pour finalement se rabibocher à la dernière minute hors champ, on peut pas dire que la cohérence a toujours été au rendez-vous dans God cette saison.
Et si je prends ces exemples, c'est parce qu'à chaque fois, ils ont débouché sur un moment qu'on pourrait qualifier de fanservice. La magnifique bataille dans l'eau à la fin de l'épisode 2, le sauvetage in extremis de Daenerys à la fin de l'épisode 6, ou encore la mort de Littlefinger, que beaucoup attendaient suite à ses nombreuses trahisons. Pour moi, on est clairement dans un cas où le fanservice pose problème car il impacte l'intrigue, le développement des personnages, et crée des incohérences qui gênent, plus ou moins suivant la sensibilité de chacun, l'appréciation de la série. Ouais, je marche pas. Comment ça, tu marches pas? Non, c'est trop tiré par les cheveux. Déjà, je te trouve trop dur avec Tyrion. C'est pas sa faute si sa sœur était plus maligne que lui sur le coup. Et puis c'est trop gros. Considérer que les batailles de la saison 7 ne sont que du fanservice, alors qu'elles ont nécessité le travail colossal de centaines de personnes et qu'elles sont teasées depuis longtemps par la série, ça passe pas. Ça a juste pas de sens. Alors c'était extrêmement long et chiant. Mais t'as pas tout à fait tort. Ouais, pour le coup, ça me fait chier de l'admettre, mais l'autre enfoiré... Je veux dire, Rémi a plutôt raison. Considérer que ces événements sont du fanservice ne tient pas la route, même en théorie. Et donc blâmer ce même fanservice pour les incohérences que j'ai soulevées n'a pas de sens. Au final, je pense juste que pour la saison 7 de Game of Thrones, devant le travail titanesque qu'ont nécessité les différentes batailles et l'attente des fans à ce sujet, certaines parties de l'intrigue ont eu droit à moins d'attention que d'habitude, et cela a entraîné ces quelques ratés. Elle paye un peu son ambition, quoi. I don't think it's serious at all. I think it's another bad joke. C'était cependant intéressant de raisonner de ce point de vue-là, car cela souligne une chose importante pour ce type de fanservice. Il est énormément lié à l'interprétation des intentions des scénaristes ou du showrunner, et donc ne mettra pas tout le monde d'accord sur ce qui en est ou n'en est pas. Et cela m'amène à ma conclusion. Ce type de fanservice n'est ni bien ni pas bien. C'est un simple outil narratif qui est utilisé pour faire plaisir aux spectateurs ou récompenser les fans de longue date, ce qui n'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Cependant pour moi, il ne doit jamais prendre le pas sur la création, sur l'intrigue, sur le développement des personnages. Il ne doit jamais devenir envahissant au point d'impacter l'histoire qu'on veut nous raconter et d'en dicter la marche à suivre. Et si vous vous demandez pourquoi je vous passe des extraits de Véronica Mars en disant ça, c'est parce que je trouve que le film est un bon exemple de cela, contrairement à GOT. On n'a pas tous les mêmes attentes devant une série. Personnellement, je fais partie de ceux qui n'attendent pas de ces créateurs qu'ils me donnent ce que je veux, ou en tout cas ça m'importe peu. Ce qui m'importe avant tout, c'est que toute l'équipe derrière la série puisse raconter l'histoire de celle-ci comme ils l'entendent et avec le moins d'interférences possible. Le fanservice ne me dérange pas en soi, mais il doit toujours rester à sa place. Et surtout, ne jamais brider la créativité de ces gens bourrés de talent qui nous amènent ces séries qui nous font tant vibrer. Voilà, cet épisode de Trucs en série est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook avec les liens qui sont dans la description. Et surtout... Attends, tu fais quoi là? Tu parles jamais de ça d'habitude? Oui, mais là, mon cher Rémi, c'est une occasion spéciale. Oui, l'occasion est spéciale. Parce que normalement, cet épisode sort le 1er janvier et marque donc les 1 an de Trucs en série. Alors, je préviens direct, il n'y aura rien de particulier, mais je vais quand même en profiter pour remercier pas mal de monde. Ben, déjà, forcément, toute mon équipe, Rémi, Damien, Morphée, pour leur soutien, et surtout parce que sans eux, on va pas se mentir, il y aurait peut-être même pas d'émission. Ou en tout cas, elle aurait clairement pas cette gueule et ça serait moins bien. Donc, un gros big up à eux. Merci également à mes amis qui ont participé à l'émission, Chati pour le mixage son des premiers épisodes, Chat pour le logo et Waina pour les chœurs de la chanson à la fin de l'épisode 7. Voilà, un gros merci à eux. Également à mon entourage, à qui je casse les couilles tout le temps avec cette chaîne, mais qui me soutiennent et ça fait plaisir. Ah aussi un spécial big up à Antox Colaboy, forcément pour le gros coup de pouce qu'il m'a affilé avec ses lives de présentation de chaîne. Je vous dirais bien d'aller voir ce qu'il fait, mais la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Mais si c'est pas le cas, allez voir, il fait un très bon boulot, c'est super cool et franchement un gros big up à lui. Et pour finir, forcément un gros big up à vous, les viewers, assidus ou pas, abonnés ou pas. Franchement merci pour les likes, les partages, les encouragements, les commentaires, les critiques. Ça donne la force, ça fait plaisir, ça motive et franchement pour ça merci beaucoup. Bon ben voilà quoi, Trucs en série à 1 an. C'est que le début, donc j'espère que vous êtes chaud pour la suite. Allez, je vous dis au mois prochain, normalement si tout se passe bien, pour le season final de la saison 1 de Trucs en série.